Some view up here. You can see the lights all the way from Jersey. I like those negatives, please. La série Spider-Noir de Prime Video pullule de clins d'œil et de références en tout genre. Et les voici. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Se déroulant dans un New York des années 30, Spider-Noir met en scène Nicolas Cage dans le rôle de l'araignée, détective privé, après avoir prêté sa voix au tisseur de toile en noir et blanc dans les films d'animation Spider-Verse. Si certains clins d'œil de Spider-Noir sont plus évidents, d'autres sont des références rapides disséminées en arrière-plan, ainsi que des répliques percutantes et très réussies, donnant à Spider-Noir l'allure d'une véritable lettre d'amour et d'un hommage à Spider-Man dans son ensemble, tout en réinventant une grande partie de l'univers pour cette époque unique des années 30. On y trouve non seulement des références au comic Spider-Man noir, mais aussi des liens plus ou moins ténus avec les films d'animation Spider-Verse, et même avec les anciens films Spider-Man avec Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. La série puise également dans l'univers étendu des comics Marvel, réinventant plusieurs personnages comme Silvermane, Tombstone, Sandman, Black Cat et bien d'autres. Voici donc les plus gros easter eggs, références Marvel et autres clins d'œil que nous avons dénichés dans la nouvelle série de Prime Video. Le premier épisode de Spider-Noir s'ouvre sur un monologue de Ben Reilly tandis qu'il se balance de toile en toile qui au passage fait penser à Tobey Maguire. Quelqu'un m'a un jour demandé de quel univers il s'agissait, une question étrange qui m'est restée en tête toutes ces années plus tard. Tout ce que je pouvais affirmer, c'est que c'était le seul que je connaissais, et c'était aussi vrai à l'époque qu'aujourd'hui. Durant cette séquence, il est confirmé que ce variant de Spider-Man noir est différent du Spider-Man noir animé incarné par Nicolas Cage dans les films du Spider-Verse. Au lieu de recevoir la devise classique de Spider-Man de la part de l'oncle Ben, nous avons droit à « sans pouvoir, pas de responsabilité », qui incarne toute la perspective désabusée de Ben Reilly et sa retraite de 5 ans du rôle de l'araignée après avoir perdu l'amour de sa vie. La série révèle que le Daily Bugle existe dans cet univers et que Robbie Robertson y a travaillé lorsqu'il couvrait les exploits de l'araignée avant sa retraite. Celui-ci est un clin d'œil à la réalité. Dans le premier épisode, Ben suit la trace d'un homme jusqu'à la Standard Oil Company. Dans la réalité, la Standard Oil était une compagnie qui avait le monopole puis démantelée par les lois antitrust en 1911. Certaines entreprises ont conservé le nom, notamment la Standard Oil Company of New York. Cette dernière a été absorbée par une autre en 1931 et, d'après un journal que Ben lit dans le premier épisode, l'histoire commence aux alentours du 11 octobre 1933. On ne l'explique jamais vraiment dans la série, mais Ben Reilly, comme tous les Spider-Man, possède un sixième sens. Dans les comics et certains films, c'est cette petite sensation étrange qui avertit Peter Parker du danger. En revanche, dans la série, cela semble se produire lorsque Ben se rapproche du cœur d'un mystère ou lorsqu'il est à proximité d'un de ses anciens camarades de l'armée, eux aussi victimes d'expériences et dotés de pouvoirs extraordinaires. En gros, Ben ressent une sensation bizarre dans la nuque. C'est son sixième sens qui le stimule. Flint Marko est l'un de ces hommes ayant subi des expériences et se transformant lentement en homme de sable. Dans les comics, Flint Marko peut métamorphoser son corps en différentes constructions de sable, ce qui n'est pas le cas ici. On a plutôt droit à un psoriasis sévère et 2 puissants points de sable. Plus important encore, notamment dans le troisième film de Raimi et parfois dans les comics, Marko est dépeint comme un méchant tragique qui tente de faire le bien même lorsqu'il est contraint au crime, ce qui est précisément le cas dans Spider-Noir. Le nom de Ben Reilly devrait être familier aux fans de longue date de comics, puisqu'il s'agissait de l'origine du nom du clone de Peter Parker dans la saga du clone, devenu par la suite le Scarlet Spider. De même, on apprend plus tard que Ben Reilly est un alias adopté par le personnage après avoir acquis ses pouvoirs et être rentré de la guerre, ce qui laisse supposer que son véritable nom pourrait être Peter Parker, comme dans les comics, même si ce nom n'est pas explicitement mentionné dans la série. Dans la nouvelle série Amazon, le Spider-Man incarné par Cage utilise brièvement un pistolet à un moment donné, faisant écho au Spider-Man noir des comics, qui est notamment l'un des rares variants de Spider-Man prêt à utiliser des armes à feu et la force létale lorsque cela est nécessaire. Le passé de Ben Reilly en tant que photographe est évoqué, et il dit qu'il était toujours au bon endroit pour prendre une photo de l'araignée, faisant écho au premier emploi de Peter Parker qui consistait à prendre des photos de Spider-Man pour le Daily Bugle, dans l'univers Marvel principal. Il est confirmé que Robbie Robertson est le meilleur ami de Ben Reilly, ce qui fait écho à leur amitié dans les comics de Spider-Man noir. De même, Robbie finit par se lier d'amitié avec Tombstone, le personnage de Lonnie Lincoln, ce qui rappelle leur amitié d'enfance dans la chronologie originale de l'univers Marvel. À la fin de la série, Robbie quitte le Daily Bugle, bien qu'il ait retrouvé son poste à la tête du Harlem Herald, Harlem étant également le quartier où il a grandi dans les comics.
Alors que dans les bandes dessinées originales, Silvermane s'appelle Silvio Manfredi, lié à la mafia italienne et au groupe connu sous le nom de Maggia, dans la version de Spider-Noir, il s'appelle Finn Barburn et dirige son gang à New York, contrôlant tout le crime organisé de la ville, influençant la politique et important de l'alcool illégal pendant la Prohibition. Ce personnage n'a pas grand chose à voir avec son homologue des comics, Silvermane est généralement dépeint comme un vieil homme italien avec un corps robotique et une tête presque humaine. Précisons que lors de sa première apparition, il a les cheveux argentés. D'où son nom. Mais mis à part le titre de chef mafieux, il n'y a pas de véritable lien entre les deux, et Silvermane ne possède aucun pouvoir spécial ni de pièces robotiques. L'un des alliés les plus précieux de Ben Reilly est un gamin des rues nommé Frankie, lié aux bandes dessinées originales de Spider-Man Noir, où le variant Spider-Man des années 30 s'appuie effectivement sur des enfants des rues comme informateur clé. À un moment donné, Ben Reilly fait référence au Frankenstein de Boris Karloff, sorti en 1931, ce qui en fait une référence tout à fait appropriée compte tenu de l'époque de la série. On aperçoit un cinéma Orpheum en arrière-plan de plusieurs scènes. Fondé en 1886, le cinéma Orpheum était une chaîne de salles de vaudeville et de cinéma qui a opéré dans tout le pays jusqu'en 1927, date à laquelle il a finalement été intégré à la société Radio Kif Orpheum, RKO. RKO est à l'origine de films historiques tels que Citizen Kane, La vie est belle et King Kong. Les toiles organiques de l'araignée ne font pas seulement écho au Spider-Man noir des bandes dessinées, mais aussi au Spider-Man de Tobey Maguire et bientôt à celui de Tom Holland dans Spider-Man Brand New Day, qui sortira plus tard cette année. Lonnie Lincoln, alias Tombstone, est l'ennemi de Spider-Man que l'on verra le plus en 2026. Il apparaîtra dans la saison 2 de votre fidèle serviteur Spider-Man et dans Spider-Man Brand New Day. Incarné par Abraham Pupula, il semble n'avoir aucun lien avec les autres versions du personnage. Habituellement, Tombstone est un gangster albinos à la peau quasi indestructible et aux dents acérées. Ici, Lonnie arbore une sorte d'armure et de marque évoquant un crabe, mais sa couleur reste inchangé. De plus, il n'est même pas appelé Tombstone. On voit Ben Reilly regarder le film policier et comique de 1936, Great Guy, et en réciter toutes les répliques par cœur. Cela fait écho à la révélation où Ben explique que les films l'ont aidé à réapprendre à être humain après avoir été mordu par le mutant hybride qui lui a conféré ses pouvoirs. Des affiches du film Below the Sea de 1933 apparaissent en arrière-plan de certaines scènes, un film classique avec Ralph Bellamy et Fay Wray. Voici une référence un peu plus étrange. Dans les comics, Megawatt est un bagnard australien doté de pouvoirs électriques, apparu pour la première fois dans Spider-Man Unlimited numéro 2 en 1993, et dont le vrai nom est Dirk Laydon. À l'écran, Andrew Lewis Caldwell incarne le méchant, un acteur raté capable d'absorber, de projeter de l'électricité, ce qui lui offre la gloire et la scène dont il a toujours rêvé. Il se fait appeler Megawatt à la fin de la saison, mais son nom est orthographié Dirk Layden dans la série. Plus curieux encore, il n'est pas Electro, le méchant pouvoir électrique bien plus souvent associé à Spider-Man, qui fait souvent équipe avec l'Homme Sable et les autres membres des Sinister Six. Bref, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui ont précieusement conservé leur exemplaire de Spider-Man Unlimited 2. Sa valeur de revente va probablement grimper d'au moins 50 centimes. Le fait qu'il récite constamment des répliques de divers films et pièces de théâtre fait écho à la version originale du méchant Marvel, qui était effectivement acteur avant d'acquérir ses pouvoirs. Lorsque Catardi se jette intentionnellement par la fenêtre pour confirmer ses soupçons selon lesquels Ben Reilly est l'araignée, celui-ci lance 2 toiles pour la rattraper au lieu d'une. Une erreur fatale de la part du Spider-Man, incarné par Andrew Garfield, qui a conduit à la mort de Gwen Stacy. Ben Reilly révèle qu'après avoir été mordu, il a dû réapprendre à être humain. Au début, il était plus araignée qu'homme, avant d'apprendre à maîtriser ses instincts arachnéens. C'est absolument fascinant et cela fait écho à l'arc narratif L'autre, où Peter Parker de l'univers principal est confronté au même défi suite à une évolution majeure de ses pouvoirs. Les diverses expériences menées par les Allemands sur des prisonniers de guerre pour leur conférer des super pouvoirs sont qualifiées de programmes de super soldats ratés. Dans l'univers Marvel, les programmes de super soldats qui ont réussi impliquent généralement Captain America. On voit une infirmière peu serviable lire À l'Ouest, rien de nouveau, un roman paru pour la première fois en 1928 et adapté au cinéma en 1930, puis récemment sur Netflix. De façon hilarante, Robbie dévoile la fin de l'histoire. Lorsque Ben Reilly a pensé que lui et Catardi allaient quitter New York ensemble, il prévoyait d'abandonner sa vie de justicier et son masque, un concept qui évoque fortement l'histoire classique Spider-Man No More des bandes dessinées originales. On pense d'abord que le sang de l'araignée est la clé d'un remède pour les prisonniers de guerre dotés de super pouvoirs, qui meurent peu à peu de ce qui leur a conféré leur pouvoir.
Ce n'est pas sans rappeler The Amazing Spider-Man 2, où Harry Osborn était persuadé que le sang de Spider-Man pouvait guérir sa maladie incurable. Cependant, on découvre finalement que le remède se trouve dans le foie de Ben Reilly, et non dans son sang. Le docteur Faber fait référence à King Kong, une référence très opportune étant donné que le premier film King Kong est sorti en 1933. Sous sédatif administré par la docteur Faber, Ben Reilly fait un cauchemar où il est réduit à la taille d'une véritable araignée, ce qui rappelle un cauchemar similaire vécu par Peter Parker dans la série animée The Amazing Spider-Man. Lors du combat final contre Megawatt et Sandman, la moitié du masque de Spider-Man est déchiré, révélant son vrai visage en dessous, un look absolument classique pour toute version de Spider-Man lors de ses conflits les plus intenses. À la fin de Spider-Noir, Katardi choisit de quitter New York avec Sandman et confie à Ben Reilly que, dans un autre univers, elle se serait enfuie avec lui. Il s'agit d'une référence à la chronologie principale de l'univers Marvel, où Black Cat et Spider-Man entretiennent effectivement une relation amoureuse intermittente dans les comics. Ça en faisait beaucoup, mais ça fait toujours plaisir de faire ce genre de vidéo. Si toi tu en as vu d'autres, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.